multilinguisme et pour la francophonie, non pas adaptée à l'Europe, mais finalement beaucoup à la jeunesse, au reste du monde, au domaine de l'enseignement supérieur, au domaine finalement des contenus culturels. Quand cette consultation a été faite sous l'égide de l'Institut français, mon idée pour le français, c'est là où, dans le plan Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme, que le président de la République a présenté il y a maintenant 1 an, nous avons eu le plus de propositions. Les 2/3 du plan représentaient des propositions concrètes. Je dirais de 2 ordres. D'une part, des propositions qui donnaient une visibilité particulière à des initiatives francophones. Alors, je pourrais en citer quelques-unes. Des chaires francophones que nous avons ouvertes à Sciences Po, nous avons ouvert au Collège de France, très franco-français, mais avec des francophones, une maison des étudiants francophones, l'idée d'un congrès des écrivains francophones, l'idée évidemment d'une plateforme francophone de médias avec TV5, etc., etc. Ça, c'était la première idée. Et la deuxième idée, c'était finalement ouvrir un champ qui, dans la francophonie, n'avait pas été ouvert sur des domaines un peu pointus, soit de négociation, soit de recherche à nouveau, où on allait pouvoir avoir une réflexion particulière qui allait nous permettre de défendre un espace particulier. Et je suis particulièrement, alors ce soir, honorée d'être avec ce panel trinational, extraordinairement élevé en termes intellectuels. Nous allons évidemment commencer par Jacques de Decker, non seulement parce que c'est notre hôte, et qu'il correspond à toutes les caractéristiques d'un intellectuel européen, un spécialiste du go class, quelqu'un qui a été à la fois éditeur, écrivain, et qui a été homme de théâtre, donc qui représente dans le fond toutes les cultures que nous essayons de pousser pour l'avenir et dans cet espace francophone. Je passerai ensuite la parole à Sylvie Marcet, avec laquelle nous travaillons depuis des mois sur la préparation des états généraux du livre en français. Et enfin, la cerise sur le gâteau est canadienne. Chère Limo Rémisens, nous avons donc l'honneur et le plaisir d'avoir un sociolinguiste dans cette table ronde qui va nous éclairer sur un domaine, je crois, extrêmement important de notre champ de défense du multilinguisme et de la francophonie. Monsieur le secrétaire perpétuel, je vous donne tout d'abord la parole et merci de nous accueillir en votre sein. Mais je suis très touché de l'invitation et en même temps un peu embarrassé parce que j'entends bien que l'édition dont on doit d'abord parler, je crois, c'est l'édition scientifique. Or, moi je ne suis pas un scientifique, je suis un littéraire. Je me permettrai quand même une petite digression pour la littérature parce qu'elle permet de voir quel est exactement le rapport entre le monde anglo-saxon et la francophonie sur le plan de la littérature. J'ai été très frappé il y a quelques années, j'étais à Cambridge, j'avais du temps à perdre, et je me suis promené dans la plus grande librairie de la ville en cherchant des ouvrages d'écrivains non anglais et non américains publiés en poche et qui étaient, disons, de la littérature. Je ne parlais pas de livres policiers, ou de livres d'aventure, ou de livres de grande consommation, comme on dit. Et dans cette librairie de Cambridge, qui est extrêmement bien achalandée, et qui en plus a une clientèle qui est une des plus sophistiquées d'Angleterre, il y avait 5 auteurs européens. Il y avait un Allemand qui était Günter Grass, il y avait un Italien qui était Mirko, il y avait une Française qui était Marguerite Duras, et c'est 2 autres. Si je mets cela en regard de ce que Paris représente comme reflet de la vie littéraire mondiale, c'est vertigineux. C'est-à-dire que Paris, en tant que centre de l'édition française, donc centre de l'édition de la francophonie, on peut le déplorer, moi je le déplore, bien que Bruxelles soit aussi un centre d'édition de la francophonie, mais ce n'est pas le cas. Il y a Paris et puis quelques satellites. C'est vraiment le monde éditorial, si on le compare même en Europe par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie, c'est le monde éditorial le plus ouvert aux littératures du monde. Qu'elles soient d'ailleurs européennes ou non européennes, commencées par américaines, sud-américaines, orientales, etc. Et je crois que, c'est une digression, hein, je l'avoue complètement, je suis là dans le champ de la littérature et donc
publications, disons, artistiques, en quelque sorte. Je ne suis pas dans le champ de la littérature scientifique, dont nous allons devoir parler, parce qu'elle est centrale en l'occurrence. Mais je trouve que ce contraste vertigineux a quelque chose de terriblement révélateur. C'est-à-dire, où est la vraie ouverture au monde? Où est la vraie curiosité du monde? Eh bien, elle n'est pas dans le monde anglo-saxon, où elle est infiniment moins que dans le monde français et francophone en l'occurrence. Cette porosité de la culture française, le fait aussi qu'elle a elle-même été extrêmement vagabonde. C'est cette culture française qui, évidemment, nous amène un peu dans l'entendu d'aujourd'hui. C'est qu'il est clair que les grands esprits du XVIIIe siècle français ont joué un rôle sur l'ensemble du continent qui est sans équivalent. Qui était paradoxal. C'était souvent des gens qui n'étaient pas vraiment très à l'aise dans leur propre pays. Je ne vais pas faire le récit des mésaventures de Rousseau, de Diderot, de Voltaire. Mais il se trouve qu'ils étaient invités à l'étranger et qu'ils avaient une réputation absolument extraordinaire. Ça a pu donner l'impression à la France qu'elle disposait d'une langue universelle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça se marque essentiellement dans le commerce, et j'entends le mot commerce dans toute son ambiguïté, des idées scientifiques. Et je pense que c'est peut-être de cela que nous allons principalement parler. Ceci m'était qu'un simple petit avertissement. Merci beaucoup. Alors, je confirme, la littérature traduite dans le monde anglo-saxon, c'est moins de 1% du monde de l'édition. Et nous, bien sûr, nous avons, par exemple, avec le Salon du Livre Paris, qui va s'ouvrir cette année, le 17 mars, avec les éditeurs et les livres européens, puisque c'est l'Europe qui est invitée cette année. On n'a évidemment pas du tout la même tradition, ni la même envie, ni les mêmes lecteurs. Alors, chère Sylvie, je vais vous donner la parole maintenant sur un sujet qui a fait l'objet d'échanges entre nous, qui porte sur comment aborder le monde de l'édition, alors que c'est le monde de l'édition qui est absolument nécessaire pour la transmission du savoir, et en particulier parce que les livres éducatifs, aujourd'hui, sont entre les mains des grands groupes d'éditeurs francophones, en particulier dans toute l'Afrique. Alors, je donnerai un seul chiffre avant de vous donner la parole. C'est aujourd'hui, nous avons 170 000 étudiants au Sénégal, et il y en aura en 2030 autour de 700 000. C'est-à-dire que comment faire pour remplir ce défi de transmettre dans la langue qui est la nôtre, puisque nous la partageons, un savoir académique de haut niveau, et comment faire pour trouver des méthodes disruptives. Je sais que vous avez à cet égard des idées, et vous avez surtout beaucoup travaillé dans ce monde de l'édition. Merci. Je pense que vous me donnez beaucoup de responsabilités par votre question. Le monde de l'édition, alors moi je l'aborderai un petit peu par rapport à la thématique d'aujourd'hui. On parle beaucoup de la francophonie. On a beaucoup entendu hier que la langue véhiculait de la culture, mais la francophonie, ce n'est pas une langue française, c'est plusieurs langues françaises. Et ces cultures multiples sont un enjeu majeur aujourd'hui du développement du secteur éditorial en langue française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez souligné, M. De Becker, il y a une surpondération de l'édition parisienne, et même dans nos régions en France, ils souffrent de cette suprématie parisienne. Mais la réalité, c'est que l'enjeu du développement de la lecture en français passe par le développement de secteurs éditoriaux dans un grand nombre de pays, dont les pays d'Afrique, qui aujourd'hui, alors vous avez raison de dire qu'un grand nombre d'auteurs, un certain nombre d'auteurs francophones sont publiés, notamment par les grands éditeurs parisiens, mais de telle façon que ces auteurs-là, dans leur propre pays, ne sont absolument pas connus comme auteurs parce que les livres n'y arrivent pas. Donc l'enjeu du développement de ce secteur éditorial dans la francophonie, c'est certainement un enjeu extrêmement important. Vous avez parlé de l'éducation, Laurence. L'éducation est un sujet évidemment majeur pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'au travers des livres, l'éducation, c'est une pédagogie qui est véhiculée. Et que donc la place
du livre d'éducation en fait traduit des programmes scolaires, des curricula, des volontés d'accès sur telle ou telle thématique. Et donc l'enjeu de l'appropriation des livres d'éducation par les pays eux-mêmes est un enjeu majeur pour que l'éducation se déploie avec des outils adaptés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la situation est très déséquilibrée, et c'est dans le cadre en tout cas des états généraux, un des gros enjeux, c'est de travailler à faire des propositions pour que se développe une édition francophone plus équilibrée, plus dynamique, et qu'en effet ces 700 millions potentiels de locuteurs en français en 2050, ça ne va pas de soi, ça ne va pas de soi du tout. D'ailleurs, il faut penser que la langue française, qui est une langue d'enseignement dans un certain nombre de pays d'Afrique, n'est pas la langue maternelle des Africains. Et donc ce rapport entre la langue maternelle et le français comme langue d'apprentissage, qui a fait l'objet d'évolutions, notamment dans les cursus scolaires, pour essayer d'accompagner du multilinguisme à l'intérieur même des systèmes éducatifs, c'est aujourd'hui un enjeu extrêmement important. Et puis je dirais aussi que l'édition, par sa nature même, travaille dans le multilinguisme. Un éditeur, dès lors qu'il décide de publier une œuvre, quelle qu'elle soit, il a dans ses gènes de rendre accessibles ses œuvres le plus largement possible. Donc la question qui se pose dans l'univers francophone, c'est comment rendre accessibles ces œuvres dans d'autres pays que celui où le livre est produit. Mais l'autre question, c'est effectivement via la traduction, comment faire connaître ces œuvres dans d'autres pays que celui initial. Alors évidemment, chaque type de livre a des enjeux particuliers. On parlait de la littérature, la traduction littérature, c'est une vraie création littéraire complémentaire, donc c'est très différent d'un livre pratique. On parlait des livres, enfin on va parler des livres scientifiques. Là, on est en pleine ambiguïté, ou même d'injonction contradictoire. Quand on sait qu'effectivement, notamment les chercheurs font avancer leur carrière par le nombre de recensions d'articles qu'ils publient, c'est vrai que clairement aujourd'hui, les recensions sont faites sur une base d'index en anglais, et donc ils n'ont aucun intérêt à publier en premier en français. Donc la question de la réflexion au niveau de la francophonie, de voir si ce ne serait pas utile de développer l'indexation des publications, notamment en langue française, pour permettre un référencement de ces publications, y compris dans les systèmes internationaux, ça peut être aussi des pistes qui sont avancées. Et on ne peut pas résoudre un point sans effectivement appréhender l'ensemble des contraintes ou l'ensemble des dynamiques en fait, qui sont sous-jacentes. Donc, pour résumer, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de stimuler la création littéraire en langue française dans d'autres pays que ceux qui sont historiquement des pays d'édition très forte, et notamment les pays du Nord. Il y a un énorme enjeu de relation entre éditeurs et de se connaître de façon à ce que les œuvres circulent, qui est très important. Et puis il y a un enjeu prioritaire qui est comment rendre les œuvres accessibles, c'est-à-dire comment développer des lecteurs d'humains dans cet espace francophonie qui peut-être aura 700 millions si on s'y prépare, si on y travaille, à la fois dans la question de l'enseignement de la langue française, dans la maîtrise de la lecture et dans la diffusion des œuvres. Merci beaucoup. Je donne la parole donc maintenant à Wim Remissens, qui est professeur de linguistique à l'Université Sherbrooke. Je me permettrai de revenir auprès des autres panélistes parce que je pense qu'on n'a pas complètement mis un terme à cette explication de ce qu'on allait faire avec les aides d'achat du livre en français, et ça vaudra la peine d'y revenir. Mais c'est vrai que le champ linguistique et le champ de l'Internet, le champ de la publication des articles scientifiques recoupent, si j'ai bien compris, vos recherches. Nous, lorsque nous avons préparé le plan, et Monsieur le secrétaire d'État l'a cité, nous avons immédiatement trouvé, avec nos amis québécois, un terrain d'entente qui pouvait être extrêmement prometteur pour créer une nouvelle forme de droit sur la question de la découvrabilité et de la visibilité des contenus francophones sur Internet. Je m'explique. D'une part, en 2001, c'est ce que nous avons fait avec les Québécois sur la diversité culturelle, c'est-à-dire nous avons finalement utilisé votre expérience de pays plurilingue et de votre pays qui a codifié cette expérience plurilingue dans le droit pour travailler à une reconnaissance internationale au sein de l'UNESCO, dans la convention de l'UNESCO de 2003 sur la diversité culturelle,
d'un élément qui, après, allait s'avérer majeur pour toute la discussion européenne sur le droit d'auteur, mais aussi pour le reste du droit à codifier. Et aujourd'hui, nous découvrons que vous, les chercheurs québécois, vous travaillez sur la fonction discriminante de la langue sur Internet. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous allez sur un moteur de recherche Google, et vous allez expliquer bien mieux que moi, et si vous allez dans n'importe quel système américain, vous allez avoir une majorité de contenus, et dans les moteurs de recherche, ça devient cumulatif, qui sont des contenus qui vous sont proposés, et qui sont mis en avant, et qui sont systématiquement anglophones. Et il se trouve que grâce à cette réflexion sur la découvrabilité, on va, et on espère, puisque le groupe de travail va se tenir avant la fin du mois de mars, voir comment on peut se réengager sur cet aspect de l'utilisation de la langue française et de la protection, dans le fond, de nos contenus. Avant de vous donner la parole et de enfin clarifier ce que je voulais dire, j'indiquerai également que cette démarche, nous l'avons également appliquée à notre plateforme que nous appelons France Éducation, qui a été préparée dans l'idée de mettre en avant l'ensemble des opérateurs français et des entreprises françaises qui s'occupent d'apprentissage du français, ou qui s'occupent d'enseignement du français, que ce soit l'enseignement français dans les systèmes éducatifs ou le français langue étrangère. Nous avons utilisé Quant, donc je reprends ce que dans la précédente table ronde Marc avait mis en avant, c'est-à-dire nous avons réfléchi au fait que si nous utilisions un moteur de recherche qui était préparé non pas par les codes anglo-saxons et qui permettrait donc d'avoir une sorte de neutralité du net, et en plus qui ne gardait pas vos données, nous arriverions à construire un système qui pourrait développer dans l'espace francophone quelque chose de nouveau à cet égard. Donc la plateforme développée par Quant est toujours dans les cartons, je dirais. La version bêta est en cours de préparation. Mais évidemment, j'encourage l'ensemble des représentants qui sont ici, qui sont intéressés, à par la suite également à s'y agréger, puisque l'État français, selon les bons mots de Jean Quatremer, décide de tout. Et là, en l'occurrence, on ne fait rien que ouvrir une plateforme et chacun sera à même de l'animer. Donc, je vous donne la parole. Je pense que c'était plutôt sur les publications scientifiques et votre travail de linguiste. Vous allez nous expliquer quelle était votre démarche. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et je voudrais d'abord remercier les organisateurs de l'événement de m'avoir invité. Je remercie aussi tout particulièrement la délégation générale du Québec à Bruxelles et toute l'équipe qui me permet d'être ici parmi vous aujourd'hui. En fait, on nous a demandé de préparer des propositions concrètes qu'on voudrait bien soumettre à la discussion. J'en ai préparé 4, mais avant d'en arriver à vous les présenter, j'aimerais peut-être rappeler à quel titre je participe aujourd'hui, vous présenter en quelque sorte les différents chapeaux que je porte aujourd'hui. Et bien sûr, ça va orienter les propositions que je vais vous faire. Alors, premièrement, je suis linguiste et plus particulièrement sociolinguiste, comme cela a été souligné. Ça signifie que pour moi, le multilinguisme et tous les enjeux afférents au multilinguisme sont des objets de recherche. Alors, je n'aurai pas l'occasion aujourd'hui de vous faire des résumés de ces recherches, mais je pense que pour les questions qui nous animent aujourd'hui, il me semble important de garder à tout le moins 2 choses à l'esprit. Premièrement, que le multilinguisme donne toujours lieu à un ensemble de représentations, à des idées parfois reçues qui circulent à propos des langues, et en tant que décideur, je pense qu'il est très important de tenir compte de ces idées reçues. Et d'un autre côté, il me semble aussi essentiel de mettre le citoyen au cœur de la réflexion qui porte sur le multilinguisme. On parle du citoyen consommateur de biens culturels, du citoyen chercheur, du citoyen lecteur, du citoyen élève. Toutes les interventions dans le domaine de la langue ne se font pas pour les langues en elles-mêmes, mais plutôt pour ceux et celles qui les utilisent. Et d'ailleurs, je pense que la politique linguistique québécoise l'illustre très bien. Deuxièmement, en tant que chercheur, la place du français dans la recherche m'interpelle au plus haut point. Bien sûr, au fond, qu'est-ce que je souhaite faire en tant que chercheur? Je veux d'abord être en mesure d'exprimer mes idées dans une langue dans laquelle je peux m'exprimer de façon nuancée.
Par ailleurs, je veux aussi que ces idées soient accessibles à d'autres, qu'elles puissent être débattues, qu'elles puissent rejoindre donc un lectorat varié. C'est donc dire, à mon avis, que pour réfléchir au plurilinguisme dans les milieux scientifiques et dans le cadre de la publication scientifique, il faut se poser d'emblée une question: qu'est-ce qu'on veut rendre davantage multilingue? Est-ce que ce sont les chercheurs ou leur publication? Je laisse la question ouverte pour l'instant. Troisièmement, le dernier chapeau que je porte aujourd'hui est celui de cofondateur et co-directeur d'une revue scientifique trilingue. Il y a quelques années, j'ai cofondé avec une collègue allemande de l'université d'Augsbourg en Allemagne, donc Sabine Schwarz, pour ne pas la nommer, une collègue romaniste, donc nous avons fondé une revue qui s'appelle Circula, qui est une revue consacrée à l'étude des discours sur la langue dans l'ensemble des communautés de langue romane, donc à la fois en Europe et en Amérique du Nord, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Je pense que cette initiative est intéressante pour deux raisons. D'abord parce que nous avons réussi à créer un lieu de diffusion non anglophone qui publie des travaux, qui se réclame en fait d'un cadre théorique qui trouve surtout ses origines dans le monde anglo-saxon. Et ensuite parce que nous avons pris le pari de publier dans cette revue des articles dans 3 langues. Donc les langues que nous utilisons sont le français, l'italien et l'espagnol, et ça nous a véritablement permis de créer un réseau d'échanges multilingues. D'ailleurs, nous organisons aussi de façon parallèle une série de colloques qui a lieu tous les 2 ans et qui fonctionne dans les 3 langues. Donc le fonctionnement est tout simplement basé sur le principe de l'intercompréhension. Alors plus concrètement, je dois admettre qu'il m'a paru assez difficile d'emblée de réfléchir à des pistes concrètes pour répondre à la place importante que prend l'anglais dans la publication scientifique. Tellement les obstacles me semblent importants, ne fût-ce qu'en raison de la valeur symbolique dont l'anglais jouit. C'est ça qui fait toute sa force d'attraction. En fait, on en a eu plusieurs illustrations tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut vraiment penser à des initiatives réalistes, qui peuvent parfois sembler modestes, mais qui, petit à petit, peuvent faire leur chemin. Donc, j'en arrive à mes 4 propositions, et la première, c'est la question de l'accessibilité des publications en français. Donc, rendre accessible et rendre davantage accessible les publications en français. Ce n'est pas tout d'écrire et de publier dans cette langue, encore faut-il, comme je le mentionnais tout à l'heure, être lu, encore faut-il que nos textes soient trouvés, soient repérés par les gens qui s'intéressent au même sujet que nous. Donc ça, c'est le fameux principe de la découvrabilité qui vient d'être mentionné. De ce point de vue, la publication en ligne n'est certainement pas la panacée, mais peut rendre service quand même et permettre à des publications de portée peut-être plus restreinte d'abord, d'être diffusées au-delà du public initialement ciblé. Alors, très concrètement, je pense qu'il faut continuer, comme on a déjà commencé à le faire, à encourager la diffusion en accès libre, par exemple en soutenant des initiatives comme Érudit, qui existe au Québec, ou encore KERN ou EDP Sciences, qui sont des initiatives qui existent en France, donc des portails qui diffusent des publications de haut niveau en français. Et ce qui est merveilleux avec ces initiatives, c'est que ces portails peuvent ensuite être mis au service pour créer des outils d'indexation plus puissants pour les publications en français. Et tout à l'heure, on a fait mention à une initiative qui existe déjà. Je pense entre autres à l'initiative qui s'appelle FrancoCite, qui a été mise sur pied notamment en collaboration avec Érudit, donc le consortium québécois. C'est pour l'instant une initiative qui est surtout limitée au domaine des sciences humaines, donc je pense qu'il faudrait élargir ce genre d'initiatives qui permettent vraiment de changer la donne et d'insuffler une autre dynamique. Deuxième proposition, créer des espaces d'échange multilingues. Il faut, à mon avis, soutenir les initiatives qui permettent de faire cohabiter des publications dans différentes langues, soit selon des logiques disciplinaires, soit selon des logiques linguistiques. En plus de valoriser la publication dans d'autres langues, ce genre d'initiatives permettent d'initier, et je le vois très concrètement avec la revue dont je suis en charge, permettent d'initier des échanges entre différentes traditions de recherche, ce qui permet, à la force des choses, d'introduire des points de vue plus variés également. Et j'en appelle aux organismes publics qui soutiennent les revues de faire preuve de flexibilité dans leurs critères de sélection. En fait, on se rend compte que beaucoup de programmes de subvention qui existent pour soutenir la publication scientifique
suivent des logiques qui s'inscrivent, on peut le comprendre, mais ce sont des logiques qui s'inscrivent dans des cadres nationaux, linguistiques bien précis, ce qui laisse parfois très peu de place à des initiatives qui sortent de ce cadre-là de se développer. Donc, je pense par exemple au contexte canadien où il existe des programmes pour soutenir des revues qui publient des articles dans les deux langues officielles, donc le français et l'anglais au niveau fédéral, mais ça exclut d'office d'autres configurations. Et je pense que certains organismes, je pense entre autres à l'OIF, pourraient sans doute faire preuve de leadership et développer des partenariats avec d'autres organismes qui existent dans d'autres espaces linguistiques. Troisième élément, adapter les mécanismes d'évaluation de la recherche. C'est un point fondamental. Vous savez, les programmes gouvernementaux qui soutiennent les projets de recherche et qui sont donc amenés à évaluer les dossiers des chercheurs responsables de ces projets accordent bien sûr beaucoup d'importance aux publications pour évaluer la qualité des dossiers. Mais parfois, les grilles d'évaluation accordent des notes supérieures aux revues de langue anglaise ou ne reconnaissent tout simplement pas les revues publiées dans d'autres langues. Et donc, forcément, cela va dissuader les chercheurs à publier dans ces langues. Donc, au-delà des principes, la publication, il faut qu'au-delà des principes, la publication dans une langue donnée est une plus-value pour le chercheur. Et concrètement, à mon avis, il faut donc sensibiliser les organismes qui font ce travail d'évaluation à l'importance de reconnaître les revues de qualité qui sont publiées dans des langues autres que l'anglais. Je pense que ça enverrait un signal fort que ça vaut la peine de publier dans ces langues. Et un dernier élément, s'il me reste du temps, soutenir la rédaction et la traduction de textes scientifiques. Vous savez, souvent quand on soumet des textes à des revues en anglais, il y a tout un service pour soutenir la révision du texte, donc le travail sur le style. Je ne parle pas ici du travail sur le contenu, mais véritablement le travail sur la rédaction en tant que telle. Ça n'existe pas très souvent dans les autres revues, et je pense que si on veut encourager les chercheurs à publier dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, il faut aussi leur donner des outils dont ils ont besoin pour produire des textes de qualité. Donc il faut penser à des mécanismes de soutien pour la publication dans ces langues. Ça, c'est la question de la révision. Je pense que du point de vue de la traduction, il y aurait aussi un certain nombre de choses à faire. Si je pense à mon domaine, en fait, la sociolinguistique, on a dit tout à l'heure, tous les grands classiques de la sociolinguistique, tous les grands ouvrages qui sont devenus des références, qui ont été publiés dans les années 60-70, ont été traduits en français. Et on ne fait pratiquement plus, on ne prend plus la peine de publier souvent ces ouvrages qui deviennent des classiques. Alors concrètement, je pense que certains collègues seraient certainement très intéressés par produire de telles traductions, mais encore faut-il que les conditions de travail réunies soient optimales, d'autant plus que ce travail est parfois dévalorisé. Oui, il peut manquer d'outils, par exemple, sur le plan de la terminologie. Donc voilà, j'arrête ici pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, très intervenant. À cet égard, l'AMEF a beaucoup travaillé sur cette question des publications et du recensement des publications. Et nos collègues du ministère de la Culture, DGLPF, Paul Le Sinetti également. Donc je sais que du point de vue franco-français, nous y travaillons, nous sommes soucieux de cette question. En revanche, c'est vrai que la réflexion européenne devrait également, dans le cadre du prochain cadre de recherche, se poursuivre. Et que nous devrions systématiquement nous rappeler que pluralisme linguistique égale pluralisme de la pensée et que c'est la condition d'une bonne recherche, y compris dans les projets d'université européenne que nous sommes en train de lancer, je vous le rappelle, à titre de premier projet pilote. Si nous avons encore 5 minutes, je repasse la parole à Sylvie Marcet pour présenter l'idée des états généraux du livre en français et ses objectifs. Et puis, j'ouvrirai les questions à la salle. Je rappelle que la table ronde est ouverte à 3 champs. Culture, c'est pas seulement la question de la publication et la recherche. Culture, édition et bien sûr recherche. Et que nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Nous en avons 3 ici qui sont intéressantes,
pointu. Et on est ouvert à un débat avec la salle qui nous permette d'alimenter encore cette table ronde. Merci. Donc, ces États généraux du livre en langue française dans le monde, c'est une initiative, donc, comme on l'a dit, qui était présente dans le plan pour la langue française et le plurilinguisme porté par le président de la République française. Donc, il y a 4 objectifs majeurs pour ces États généraux. Le premier, c'est travailler à offrir aux francophones de tous les continents un large accès à la diversité de la création littéraire et intellectuelle en langue française. Donc, derrière tout ça, on voit bien que la circulation des œuvres et des auteurs est évidemment au cœur de cet objectif. Le deuxième objectif est plus professionnel. Il s'agit de travailler à la constitution d'un espace éditorial au sens de l'industrie du livre, un espace éditorial francophone qui soit décloisonné, qui soit dynamique et qui donc s'affranchisse de la prééminence aujourd'hui de l'édition française, voire parisienne. Le troisième objectif, c'est de favoriser la mobilité et la mise en réseau des acteurs du livre. Quand on parle des acteurs du livre, il y a bien sûr les auteurs sans lesquels aucun livre ne peut être publié, mais il y a bien sûr les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, les libraires, les bibliothécaires, voire les imprimeurs, dont on voit que la question du transport du livre aujourd'hui peut se traiter de façon différente. Donc l'idée, c'est bien de mettre en réseau les acteurs du livre du monde francophone, de façon à stimuler les échanges entre professionnels et à permettre des collaborations, une mutualisation des bonnes pratiques et que se développent effectivement des maisons d'édition dans des pays qui aujourd'hui en sont peu pourvus. Et enfin, le dernier objectif, c'est évidemment, mais on en a beaucoup parlé toute la journée, c'est comment intégrer les opportunités du livre numérique, pas simplement en termes de support numérique, même si c'est peut-être un des enjeux aussi de demain, mais aussi en termes justement d'impression, de passer d'une industrie finalement du stock, qui était l'industrie du livre, à l'industrie du flux, parce qu'aujourd'hui, rapprocher à la fois pour des questions environnementales, des questions de rapidité d'accès, rapprocher les points d'impression du livre du lecteur, paraît un enjeu majeur, rendu possible aujourd'hui par les technologies, notamment d'impression. Alors, pour résoudre, apporter des réponses à ces objectifs, en fait, toute l'année 2019 va être utilisée à faire des travaux de façon très multilatérale à tous les pays francophones concernés. Et on a structuré un petit peu nos travaux sur 4 grands axes. Le premier, c'est rendre visible ce qui existe, c'est-à-dire créer une cartographie des acteurs du monde du livre de façon à ce que ça permette des mises en relation déjà beaucoup plus aisées et faciles, et se rendre compte d'ailleurs de façon très visuelle, là où il y aura des manques très forts dans le paysage éditorial. Donc une cartographie des acteurs mondiale qui permettra de se rendre compte de ce qu'est aujourd'hui ce marché du livre francophone. Le deuxième objectif, un objectif très économique, c'est de quoi parle-t-on? Quel est ce marché du livre francophone aujourd'hui? On a des chiffres un petit peu qui circulent, par exemple, on a des chiffres qui circulent qui ne sont pas validés aujourd'hui, il se produit à peu près 100 000 titres de nouveautés par an en langue française, contre 500 à 600 000 en langue anglaise. Donc voilà, déjà rien que ce ratio-là interroge. Donc l'idée c'est d'estimer quel est aujourd'hui le marché en 2019 de ce livre en langue française dans le monde. Et puis, j'ai souhaité qu'on fasse une projection, une étude prospective de ce que serait le marché du livre. Alors à 2 horizons, un horizon 2030 et un horizon 2050. 2030 parce que c'est à l'échelle des dirigeants d'aujourd'hui, qui sont des dirigeants d'entreprise ou politiques, et 2050 parce que c'est une génération. Et donc, cette étude prospective de ce que sera ou serait le livre, le marché du livre en langue française dans le monde, elle s'appuiera bien sûr sur des hypothèses ou des scénarios. Et on demandera à des scientifiques, à des chercheurs, à des économistes, à des sociologues, de nous proposer des scénarios. Et ces scénarios et ces hypothèses seront elles-mêmes la source, très probablement, de programmes politiques ou d'enjeux de politique publique, puisqu'on parlera de démographie, d'évolution démographique, on parlera d'évolution du niveau d'éducation, on parlera peut-être de rupture technologique dans l'accès au livre, on parlera d'accès à la lecture et au livre, et donc de l'évolution d'une classe éduquée, on va dire, notamment dans les pays d'Afrique. Et donc, en mettant en perspective, ça donnera, j'espère, des références et surtout ce sera la base de programmes qui pourraient être portés dans la durée pour développer ce marché. Et enfin, le troisième axe, c'est relier les professionnels et essayer de lever des freins qui sont aujourd'hui identifiés depuis plusieurs années pour que se diffusent les œuvres et les auteurs. Donc il y a les 4 thématiques principales, c'est les relations entre éditeurs, comment faciliter, comment fluidifier les relations entre éditeurs, les relations de diffusion,
comment élargir la diffusion des œuvres partout dans l'espace francophone. Il y a la circulation et la promotion des auteurs, comment aujourd'hui mieux faire connaître les auteurs de langue française qui, partout dans le monde, pour qu'il y ait une espèce de communauté, on va dire, culturelle de langue française qui se crée au travers du livre. Et enfin, un point un peu technique, un peu particulier, mais y a-t-il des alternatives au transport du livre, puisqu'on considère que cet espace de la francophonie est un espace immense, et qu'aujourd'hui, le fait d'amener des livres d'un endroit à l'autre est un frein considérable. Donc cette question de la place des pôles d'excellence d'impression, de rapprochement de l'impression, des volumes d'impression qui aujourd'hui, dont les machines aujourd'hui permettent d'avoir des petits tirages, et puis de voir comment on peut créer peut-être des pôles de confiance, l'université pouvant être d'ailleurs des pôles de confiance d'impression d'un certain nombre de livres dans différents pays. Donc comment on mettra en réseau un certain nombre d'acteurs qui pourraient être du coup des acteurs de confiance pour que les éditeurs aient confiance d'aller imprimer localement des livres, là où aujourd'hui, évidemment, il y a des inquiétudes. Et le dernier point, c'est vraiment un point qui concerne notre perception de la francophonie. Moi, j'ai été très frappée, donc depuis 6 mois que je travaille sur ce sujet. Quand on parle de francophonie, on ne parle pas de la même chose quand on est français, quand on est d'un autre pays. Quand vous parlez à un français de la francophonie, c'est les autres pays, c'est pas la France, c'est les autres pays. Quand vous parlez à une autre personnalité d'un autre pays, la francophonie, ça renvoie toujours à la France. Donc en fait, on parle déjà pas de la même chose. Et donc ce travail de décentrement de cette francophonie pour en faire un espace de circulation de la pensée, de la diversité culturelle, c'est un enjeu majeur pour que, à la fois d'un point de vue de rayonnement de la pensée en langue française, qui est utile, comme je le disais tout à fait au début, parce que ça n'est pas forcément la même culture qui va être véhiculée en langue française par les différents pays de la francophonie, et c'est important d'en avoir conscience, et comment les jeunes vont s'approprier cet espace de la francophonie comme un espace de richesse éditoriale. Sans compter naturellement, très probablement, des ambitions économiques de bassin linguistique, c'est-à-dire comment faire en sorte que ce bassin linguistique de langue française puisse prendre une place importante, de privilégier des échanges, parce que simplement on partage une langue ensemble. Voilà un petit peu les 4 principaux axes. L'événement lui-même aura lieu en 2020. La date n'est pas encore prévue, enfin précisée en tout cas, le lieu non plus, mais c'est un projet que nous voulons très multilatéral et qui réunit effectivement l'ensemble des pays de la francophonie pour essayer d'avancer sur ces problématiques. Ceci n'étant visiblement pas une table ronde, et m'étant interdit moi-même de lire le texte de vos écrits, je vais me permettre de vous dire quand même cette séance ne s'imposait pas par le poids, ne s'imposait pas seulement par le poids de son urgence. Il est notoire en effet que la place du français comme langue véhiculaire de la science est notoirement en train de rétrécir. Il y a là quelque chose de choquant parce que la tendance heurte le bon sens. D'abord, l'idée que l'une des richesses de la condition humaine est d'avoir imaginé une multitude de manières de formuler verbalement l'expérience vitale. Qu'il y a dans cette multiplicité pas le moindre fait du hasard, mais une évidente nécessité. L'homme a besoin de langage. C'est à cette condition que son objectivation de l'expérience et du réel s'enrichit et se développe. Il a de plus le besoin de sa propre appréhension de l'expérience, que cette appréhension soit communicable, aux limites, parfois, de la verbalisation. Un être humain se distingue des autres espèces vivantes par l'extrême sophistication du bruit qu'il émet, et par la suite transpose manuellement, et qui vise à formuler le concret, le plus saisissable, et l'abstrait le plus insaisissable. Il est convenu qu'un groupe ne se constitue que s'il convient d'un code commun, et ce code s'est, au fil du temps, de plus en plus globalisé. Un parler de famille est devenu un parler de village, puis de cité, puis de région, puis de pays, puis de continent. Et l'on s'achemine maintenant vers une globalisation planétaire. Mais c'est là que le bas blesse. Il ne faut pas être grand linguiste pour pressentir qu'un choc des langages pourrait se muer en un affrontement sans précédent. Si l'on part de l'idée que 2 grandes puissances sont en train d'éviter la catastrophe astrale qui pourrait représenter son affrontement belliqueux, au point de faire disparaître de notre système son composant le plus étrangement développé, elle risque sur cette voie de déplacer la question
et de la situer sur le plan grammatical et lexical. Je pratique 4 langues. J'en déchiffre 3 de plus, j'en décode maladroitement 2 autres. Je n'ai pas la moindre disposition pour une langue dont je ne déchiffre pas la graphie, pas plus que je l'entends au sens de les comprendre le son. Il est probable que les Chinois ne renonceront pas à leur clé d'entendement du monde, et on les comprend. Et il est notoire que les Nord-Américains ne sont polyglottes que très exceptionnellement, même s'ils comptent dans leur rang quelques-uns des meilleurs experts en langues étrangères à la leur. Nous n'en sommes pas encore à cette situation pré-apocalyptique. Mais il est une manière d'en reculer de redoutables menaces qui consiste à admettre que le phénomène langagier est par définition pluraliste et non prédestiné à l'universalité. Le drame du français, c'est qu'il a prétendu à une certaine époque à cette universalité. Il l'a même proclamé dans des manifestes qui n'étaient pas toujours l'œuvre de francophones de souche. Les meilleurs avocats du français n'ont pas toujours été des francophones de naissance. Ils se sont recrutés sous bien des latitudes, à un moment où le commerce des idées est devenu le levier de transformation sociale essentiel. Souvent, ce relais de la pensée verbalement coulé dans la langue française est assuré par des classes supérieures, sensibles à la nécessaire reconnaissance des classes inférieures et de l'émancipation de celles-ci. Le français n'a pas gagné des fervents par ses qualités intrinsèques de clarté ou de pertinence, mais par les propositions dont il était le porteur. Le français, dans son extraordinaire faveur au XVIIIe, a la générosité des pensées qu'il véhiculait. Ce contenu émancipateur n'était pas reconnu sur son territoire, mais dans les hautes sphères des nations voisines. Ce phénomène n'a pas cessé de se déployer et de se renforcer par la suite. Au XIXe et au XXe, les encouragements au progrès social d'un Rousseau étant relayés par Fourier, Hugo, Jaurès, jusqu'à aujourd'hui avec Ricoeur, Morin ou Badiou. Ces figures demeurent importantes et ne s'expriment pas seules, mais demeurent en tête de peloton, sans quoi ne se serait pas formulé le concept de French thinker, qui sans être devenu un pléonasme, n'est pas loin de s'être mué en syntagme figé. Il n'empêche, il serait temps que l'on s'inquiète d'une évolution, passant d'abord par les sciences et les techniques, qui consisterait à uniformiser à l'échelle de la planète l'usage des langues. Certes, il y a des circonstances où il est préférable d'éviter des risques qui seraient liés au ralentissement pour cause de polyglottisme d'informations qui ne souffrent pas le délai dans leur transmission. Un accident de chemin de fer, il n'y a guère dans ce pays, a été attribué au manque d'uniformité langagière dans l'échange d'informations parmi le personnel navigant. Cette information a jeté un trouble, d'autant qu'il risquait de susciter, pour en empêcher la répétition, que l'on abandonna le bilinguisme au sein de la vénérable Société des transports en commun, ou ferroviaire particulier. Il serait peut-être souhaitable, dans des domaines de ce type, qui ne cessent de se sophistiquer, de concevoir une forme de novlangue, comme dirait Orwell, qui serait universellement utilisée. C'est d'ailleurs le cas de l'anglais dans l'aviation. On peut très bien imaginer aujourd'hui une bataille aérienne où les adversaires se servent tous de la langue de l'un d'eux, contredisant dans l'usage langagier l'affrontement des pouvoirs, voire des idéologies. Mais il nous faut reconnaître que si ce choix a été fait, il a été en faveur d'un certain usage d'une langue précise qui associe le particulier d'éviter la polysémie. Or, nous savons qu'une langue monosémique n'en est pas une. Qu'on parle de code, alors, mais que l'on se garde de se servir du mot langue. Non seulement chaque langue correspond à un découpage particulier du réel, au pôle, on a infiniment plus de termes pour désigner la glace ou la neige que dans les régions au climat plus clément, mais ces découpages ne s'accordent pas entre eux, ce qui rend un certain type de traduction, celui de textes poétiques par exemple, incompatible avec les techniques de traduction automatique qui sont en train de proliférer. Cette évolution technologique représente un danger supplémentaire d'appauvrissement de la multiplication langagière. Merci beaucoup. Merci
table ronde, mais je vous propose quand même de poser des questions à nos invités de façon tout à fait ouverte. Je voudrais me présenter d'abord. Je suis Bernard Gérard, le directeur de l'association des éditeurs belges. Et donc, évidemment, à un premier niveau, je dirais que j'étais très intéressé. Je vous remercie pour cette contribution. Alors, j'aurais quelques remarques à faire. D'abord, évidemment, très rapidement, pour tout un chacun, l'édition belge est très périphérique par rapport à l'édition française. Vous savez que notre fer de lance, c'est la bande dessinée, donc 56% de notre chiffre d'affaires global est réalisé par la bande dessinée. 25% prépare le livre scientifique et de sciences humaines, et donc on rejoint les problématiques qui ont été citées, qui ont été l'objet de votre prise de parole. Et puis 15-16% de livres scolaires. Et donc vous aurez très rapidement compris qu'en définitive, avec ces trois secteurs, si on ajoute le secteur jeunesse, qui fait 6 ou 7%, eh bien, en réalité, on est quasiment à 100% du chiffre d'affaires. Alors, très hélas, très dommageablement, la littérature, tout en étant très importante sur le plan symbolique, etc., ne représente pas 1% du chiffre d'affaires chez nous, parce que comment un éditeur peut-il espérer conquérir le territoire d'à côté par ses publications, c'est-à-dire la France, alors que les auteurs qu'il découvre lui-même, à un moment donné, sont ravis, au sens propre et figuré, d'être édités par ces grands éditeurs français que sont Albin Michel, Gallimard, etc. Et vous savez combien nos amis Linoton et autres sont très présentes grâce, effectivement, à la force de frappe, à la force de distribution et de diffusion dont dispose, et à l'aide aussi gouvernementale, dont dispose l'édition française par rapport à l'édition francophone. Alors, ce que je voulais dire au niveau de... Donc, je prends mon petit copion, et ça s'est dit plusieurs fois dans le cadre de ces deux journées, et hier entre autres aussi, mais la première problématique, c'est aussi l'enseignement. Et vous devez savoir de manière très, très honteuse qu'au niveau de l'étude Pearls, puisqu'on parle français, eh bien, la Belgique francophone se trouve dans un positionnement tout à fait épouvantable, et que donc les élèves de 4e année fondamentale, eh bien, il y a 22% qui maîtrisent d'une manière satisfaisante la langue française. Donc il y a là aussi, et c'est là je pense, le premier endroit de notre préoccupation, c'est l'enseignement, et enseigner correctement, je dirais, notre langue ou la langue des uns et des autres. Il y a aussi, au niveau alors, de la recherche et de l'édition scientifique, il y a la fuite des cerveaux, comme vous le savez. Il y a aussi, alors que nous avons des universités qui sont brillantes, la jeunesse, à un moment donné, ou notre jeunesse, eh bien, fuit vers l'étranger et, comme par hasard, vers des pays dont la langue véhiculaire est l'anglais, pour ne pas citer les États-Unis par exemple, quel n'est pas le jeune de nos familles qui, à un moment donné, est très flatté de pouvoir aller travailler aux États-Unis dans une université américaine pendant un certain temps. Et quel prestige il n'en retire pas lui-même. Et donc ça veut dire que, quelque part, ce que produisent nos cerveaux, à un moment donné, se traduit dans une langue qui n'est plus celle du cerveau. Et effectivement, au niveau des rankings dont nous avons parlé, etc., puisque ces rankings nous sont imposés par des universités anglophones en général, et que nous sommes rentrés dans le jeu, que d'autres universités européennes sont rentrées dans le jeu, et bien effectivement, même dans nos régions, les productions scientifiques maintenant se doivent être en anglais pour pouvoir figurer dans ces listings. Et donc ce que Mme Massé disait, produire par exemple des répertoires poussés
un répertoire scientifique en langue française. Évidemment, ça n'a pas assez. Ce que monsieur le professeur disait également concernant le terme, on crée des plateformes sur lesquelles on retrouve des publications scientifiques en langue française, c'est aussi la panacée. Maintenant, le revers de la médaille aussi, je voudrais, et je terminerai parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais voilà. Je voudrais aussi déplorer un peu la tendance de l'open access, qui est tout de même, qui porte fortement préjudice à nos éditeurs. Alors cet open access, en réalité, a été aussi créé pour contrer les très grosses maisons d'édition qui sont justement étrangères et qui sont justement de langue autre, enfin qui sont anglophones, disons-le, de langue anglaise, et qui à un moment donné préjudicient nos éditeurs de langue française qui, eux, publient qu'à un quart encore les revues scientifiques de droit, etc., ou de sciences humaines, et qui à un moment donné se voient englobés de façon identique, je dirais, par rapport à ces grosses structures éditoriales étrangères qui imposent des prix faramineux aux universités pour qu'elles puissent se fournir dans ces publications, et qui en définitive voient des lois qui sont un peu iniques et qui mettent en danger notre édition scientifique francophone. Donc voilà. Donc je voudrais faire un appel général aussi à la protection du droit d'auteur pour nos auteurs et pour nos éditeurs. Et une dernière petite chose, quand Madame parlait aussi de la mise en valeur des auteurs, eh bien, nous sommes bien embêtés, parce que nos auteurs, oui, évidemment, on a des grands auteurs de bande dessinée, mais à un moment donné, quand on veut faire venir quelqu'un à la radio pour parler de la problématique, eh bien, nous avons des auteurs scientifiques. Et ces auteurs scientifiques, c'est pas au service, etc. Mais ça ne les intéresse pas du tout d'aller à la radio, et je dirais que les journalistes ne sont pas non plus intéressés de les interviewer. Et donc, il y a aussi cette problématique-là de faire connaître, aussi faire reconnaître toute la capacité de nos auteurs scientifiques et de sciences humaines. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très utile. Je vous propose Monsieur le directeur, je ne convoite pas plus de médailles. je vous propose de prendre 2-3 réflexions, puis de reprendre, je vous en prie, Madame, la tâche de nos panélistes. Eh bien, faisant partie d'une université et évidemment intéressée par la recherche et surtout par la relecture des publications en anglais, nous avons un service qui s'occupe de ça dans notre université, ce qui est assez unique, je dois dire, en anglais, bien sûr. Je voudrais rebondir sur ce que monsieur vient de dire, parce que je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante, ce problème d'open access, là je le laisse de côté, vous y répondrez, mais moi j'ai plutôt l'idée d'intégrer toutes les publications en français, donc je parle des publications scientifiques, mais aussi des publications, parce que quand on dit publications scientifiques, on pense sciences pure et dure, d'accord? Moi je parle aussi des publications en sciences humaines, qui sont largement sous-estimées et sous-valorisées. Et donc toutes ces publications en français, pourquoi pas proposer de les intégrer dans une plateforme existante qui est, par exemple, et je cite là, c'est qui est très connu, le Web of Science, qui est extrêmement, un open access et qui est extrêmement valorisé et valorisante. Pourquoi pas faire un forcing, pour utiliser un mot français, pour essayer de s'intégrer aussi en tant qu'éditeur de publications en français? Parce que ce que monsieur vient de dire, c'est tout à fait exact. Les facteurs d'impact qui sont importants pour les scientifiques, les chercheurs, eh bien, ce sont des choses déterminantes pour leur carrière. Et évidemment, toutes les publications en anglais ont des facteurs beaucoup plus élevés que les publications en français. Donc, je pense que si nous faisons un forcing pour essayer de les intégrer sur une plateforme qui existe déjà et qui est connue dans le monde entier, je pense que ce serait mieux que de faire une plateforme annexe en parallèle qui va encore une fois se limiter au monde du français. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc une plateforme plus large. Merci beaucoup pour la suggestion. Je propose encore de prendre une ou deux interventions ou questions. Et puis, monsieur. Oui, bonsoir. Merci. François Redlève, la représentation française auprès de l'OTAN. J'aurais deux questions. Une première concernant les bibliothèques qui n'ont pas été très mentionnées, bibliothèques publiques, bibliothèques universitaires. Est-ce que c'est encore des acteurs du jeu ou face à l'open access, c'est déjà des acteurs hors jeu, dépassés?
mais si elles ont encore un rôle à jouer, quel pourrait être ce rôle selon vous pour diffuser et répertorier tous ces ouvrages en français? Et puis, deuxième question, concernant plutôt la formation, parce que pour s'intéresser à la culture en français, pour faire de la recherche, penser en français, pour lire, savoir lire des ouvrages en français, il faut aussi avoir appris le français, faire des études en français. Et on pourrait élargir à toutes les langues dans une approche plus multilinguiste. On nous a vanté les mérites d'Erasmus depuis hier. Or, on sait en réalité que Erasmus, ça consiste à aller faire un semestre en anglais en Pologne, en Grèce ou au Portugal. Et je cite exprès des pays qui sont fortement francophones de tradition. Quelles seraient vos propositions, vos idées pour améliorer, notamment parmi les pays de l'Organisation internationale de francophonie, une offre de formation universitaire en français, en complément de ce qui existe déjà en anglais, mais qui permette comme ça de développer le terreau pour les sujets qui nous occupent. Si les panélistes le permettent, je voudrais vous dire que quand on a commencé à travailler sur la francophonie et la préparation d'un plan de réengagement pour la langue française et le plurilinguisme, on a commencé à travailler sur la question de l'éducation au développement. Parce que le paradoxe, y compris ici dans les programmes de développement des pays, c'est que ces trois sujets, culture, recherche et édition ou transmission du savoir à travers un certain nombre de médias, pas seulement culturels, des films, étaient pratiquement absents de l'ensemble des programmes indicatifs nationaux, à la fois des programmes français de développement, mais aussi, parce qu'on construit les écoles, on ne s'est pas occupé des programmes, on a considéré ici, dans les institutions européennes, que le développement se faisait selon les principes de subsidiarité. Et par exemple, la recherche se fait dans un cadre intra-européen, mais pas au titre du développement. Quand on a voulu travailler sur le changement climatique, on a dû s'adresser à nouveau à des ressources qui étaient des ressources bilatérales ou nationales. Donc ça a été un champ d'étonnement et de réinvestissement massif. La transmission du savoir, la transmission des valeurs qui incluait la question, en effet, du droit d'auteur ou de la matérialité, la transmission des livres scolaires, par exemple, qui n'étaient pas traités dans les programmes d'aide ou pas traités dans les programmes multilatéraux non plus. Sur les questions plus spécifiques, je vais passer la parole aux uns et aux autres. Donc, au titre de la subsidiarité, quand on a lancé il y a un an l'idée de faire une mission pour l'Afrique, pour la recherche, on a en fait cherché à DEFCO la possibilité d'avoir un appui et on est en train d'élaborer dans les futurs programmes un réinvestissement de la recherche. L'ERC, donc le programme européen qui aide les chercheurs au sein de l'espace européen, n'a pas d'équivalent, par exemple, dans les programmes de l'ONU. C'est sans doute quelque chose, je pense, dans une vision d'avenir qu'on devra prendre en compte. Sur les aspects de bibliothèque et sur le reste du champ de la publication, je passe la parole à nos panélistes. Je voudrais bien réagir à la question de l'accès libre, en fait. Et ça va me permettre de toucher un mot aussi de toute la question du rôle des bibliothèques. Les modèles d'affaires, je pense à l'exemple d'Érudit qui existe au Québec. Le modèle d'affaires d'Érudit, c'est de l'accès libre, mais pas entièrement non plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie du contenu qui est réservée à des utilisateurs qui sont inscrits et, comme chercheurs, on y a accès à travers les abonnements des bibliothèques. Donc, c'est intéressant parce que il y a à la fois, ça permet à la fois de libérer un certain nombre de textes et de les rendre vraiment accessibles de façon élargie à tous les utilisateurs qui voudraient bien consulter les textes. Mais il reste un noyau de textes qui sont plus ciblés, plus spécialisés peut-être, qui n'auraient pas été nécessairement, que tous n'auraient pas nécessairement souhaité consulter, qui eux sont quand même protégés par une forme d'abonnement. Donc, je pense que l'idée n'est pas de tout rendre accessible gratuitement, mais de jouer plutôt sur ces modèles d'affaires qui permettent
de tenir compte aussi des enjeux dans les milieux de l'édition, parce que je comprends très bien de votre point de vue que c'est un enjeu très important. Dans la longue intervention du monsieur là, qui n'a pas décliné son identité, il avait à boire et à manger, et il a évoqué un point qui est très problématique dans les relations entre le monde éditorial belge et le monde éditorial français. C'est très précisément l'édition littéraire. C'est que le marché français est actuellement hermétiquement fermé à l'édition littéraire de la communauté française de Belgique. Je ne sais pas si on s'en est déjà rendu compte, mais ça a des effets désastreux. Ça met actuellement des maisons importantes en très très grande difficulté. On a affaire dans un climat pourtant de libre circulation des biens et des services au sein de l'Europe à une espèce d'obstacle à l'entrée sur le territoire d'ouvrages littéraires. Ça ne se passe pas du tout dans d'autres domaines comme les livres d'art ou avec une certaine réputation. Certainement pas la bande dessinée où nous avons été pionniers, mais où il y a eu une espèce de récupération strictement pour le capital. Les noyaux de créativité de bande dessinée francophone restent en Belgique, mais les capitaux ne le sont pas. Mais dans le domaine de la littérature, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'on voit des maisons fermées de semaine en semaine. Je ne comprends absolument pas comment, je crois qu'il y a une part de responsabilité de la part de la Belgique, mais il y en a une aussi de la part de la France. Je me souviens un jour, je participais à une séance d'information préalable à la formation d'un gouvernement. C'est assez traditionnel chez nous. Et le responsable de l'information de ce gouvernement, c'était il y a déjà une douzaine d'années, c'était M. Renders. Et il y avait aussi une table réservée à la culture. C'est une table qui sert strictement d'alibi, enfin ça n'a aucune incidence sur la suite des opérations. Et M. Renders me dit, et vous, qu'avez-vous à dire sur l'Académie? Je lui dis, je n'ai rien à dire de spécial sur l'Académie, mais j'ai beaucoup à dire sur l'édition. Et après la discussion, il vient vers moi et il me dit, je crois que je vais en parler à mon ami Sarkozy. Je lui dis, c'est la meilleure idée que vous pourriez avoir. Je ne sais pas si la conversation a eu lieu, mais elle aurait peut-être pu bouger les lignes. Il s'agit de la circulation d'un maximum d'une centaine d'ouvrages dans les librairies de France et de Navarre. Cette possibilité-là transformerait complètement la vie littéraire de la communauté française de Belgique. Donc je profite de cette occasion, il y a peut-être des oreilles attentives dans la salle, sur un problème qui financièrement ne représente à peu près rien, et qui tout simplement est une réaction historique à une période très sombre, qui était la Deuxième Guerre mondiale, où de 40 à 45, le livre français n'avait plus accès à la Belgique. Ce qui veut dire que ça a été une période extrêmement faste de l'édition belge. Et à la Libération, certains éditeurs ne s'étaient pas très bien comportés avec l'occupant au demeurant. La Libération, évidemment, tous les prétextes ont été utilisés pour mettre un stop à l'édition. Et elle n'a jamais redécollé. Alors, je m'excuse auprès des organisateurs d'avoir lâchement fait usage du temps de parole pour lancer cet appel. On va en parler à Vincent. Mais du point de vue de la vie culturelle de notre communauté, il est vital. Je voudrais à la fois vous rassurer et pas vous rassurer. Ce problème est effectivement totalement identifié dans les travaux qu'on mène pour les États généraux. Il concerne la Belgique, il concerne la Suisse. Il concerne le Canada et le Québec, et puis je ne parle même pas des quelques éditeurs du Maghreb. Donc effectivement, il soulève beaucoup de questions, qui sont des questions de diffusion, qui sont des questions d'organisation, de structuration en fait, du marché d'édition en France, qui est extrêmement structuré avec des diffuseurs.
exemple, dans la discussion que j'ai pu avoir avec vos homologues suisses, ils me disaient, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait venir des libraires français dans le cadre du Salon de Genève. Non, mais ils se défendent très bien, pour qu'ils rencontrent nos éditeurs suisses, de façon à faire ce qu'on appelle techniquement de la surdiffusion, c'est-à-dire présenter les livres publiés en Suisse directement aux libraires, de façon à ce que les libraires les portent ensuite dans leur librairie. Donc en tout cas, c'est des sujets qu'on va travailler, on en est parfaitement conscient, et ça fait partie intégralement de ces questions des États généraux. Sur les bibliothèques, je rappelle aussi tout le travail qu'on fait avec nos instituts français et nos alliances. Ça me permet de remercier encore une fois l'Alliance française de Bruxelles, parce qu'en fait on fait le lien chaque fois entre une offre culturelle en ligne très éditorialisée. Donc on croit dans les bibliothèques, dans nos circuits français. Hein. Malheureusement là pour le coup je ne parle pas comme organisatrice du panel ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a toujours beaucoup insisté sur l'aspect culturel d'une offre française à côté d'une offre linguistique. Et on essaie de renforcer l'apprentissage du français par voie numérique, finalement de façon liée à une offre de bibliothèque en ligne qui s'appelle Culturtech. Est-ce qu'il y aurait, dans les 10 minutes qui nous restent, un dernier, sauf si vous êtes épuisé, un dernier rang de questions? Madame, je vous en prie. Monsieur. Oui, bonjour. Christiane Buisseret, ancienne présidente de l'Association belge des professeurs de français. J'ai entendu qu'il était intéressant de stimuler la création littéraire en langue française, bien sûr. Et j'avais envie d'enchaîner, rendre les œuvres littéraires accessibles à ceux qui aiment encore, ça existe, de petits objets livres. J'ai eu le plaisir le week-end dernier de passer à la foire du livre de Luxembourg. Alors, première surprise passée, parce qu'il y avait beaucoup de nourriture autre que les nourritures intellectuelles, mais sur les tables, il y avait beaucoup de petits livres traduits. Je me suis souvenu jadis de la collection Aubier-Montaigne, que j'aimais beaucoup donner à mes étudiants, et heureusement, maintenant, je crois, hélas, monsieur, que c'est Bernard, je vais dire, voilà, c'est français, j'ai retrouvé mais une quantité d'auteurs, aussi bien contemporains que classiques, traduits. Alors, que dire du plaisir de passer, de laisser glisser son regard d'une page à l'autre? C'est une façon, je crois, d'alimenter notre débat. Dans la traduction est aussi. Merci. Rebonjour. Je voudrais profiter de cette occasion pour parler de littérature pour apporter à la fois une note qui me semble positive et une note d'espoir par rapport à la diffusion de la littérature de la francophonie, des littératures françaises, et en même temps une interrogation. J'ai travaillé pendant près de 20 ans pour la Fédération internationale des professeurs de français, ce qui m'a amené à pouvoir sillonner d'abord l'Europe du nord au sud et de l'est à l'ouest, puis une bonne partie de l'Afrique et du monde latino-américain et l'Amérique du Nord. Ce qui m'a amené à m'interroger sur la littérature, la place de la littérature, et ce qui m'a progressivement amené à faire une constatation dont les francophones ne sont pas assez conscients. C'est qu'il y a actuellement, de nos jours, près de 300 écrivains qui ne sont pas d'origine francophone et qui écrivent en français et qui publient en français.
Et là où est mon inquiétude, c'est que en général, je retrouve très peu de ces écrivains dans les manuels d'apprentissage du français. Ce serait une ouverture sur ce que c'est que la multiplicité, la symphonie de la francophonie, que de pouvoir donner accès à ces écrivains qui sont de grands écrivains. Et quand je dis 300, rassurez-vous, je ne vais pas vous les citer, mais il ne s'agit pas uniquement d'écrivains du Maghreb ou d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne. Je pense aussi à des Russes, je pense à des Polonais, je pense à des Grecs, je pense à des Portugais, je pense à des hispanophones qui ont choisi, je pense à des anglophones, je pense à des Américains qui ont choisi d'écrire en français. Pourquoi? Parce que cette langue leur permettait de dire des choses qu'ils n'arrivent pas à dire dans leur langue. Voilà. Je vous en prie. Deux questions, paraît-il. Je voudrais intervenir en tant que bibliothécaire par rapport à des petites choses qui se sont dites ici, notamment open access, que l'on peut traduire par archives ouvertes. Donc les archives ouvertes, eh bien, effectivement, elles peuvent être facilement diffusées par les universités, je veux dire grâce à Internet, et la recherche est très bien diffusée. Ce que M. Bernard Gérard, pour le citer, nous a dit, c'est qu'effectivement, il y a eu un effet pervers. C'est que quand Elsevier montait les prix chaque année de quasi 20%, et que nos chercheurs veulent absolument des publications anglophones, nous avons dû fermer le robinet pour des petites revues, quelquefois, d'archéologie belge, etc. Et donc, effectivement, ça a pu casser certains éditeurs belges, ou bien, effectivement, on ne pouvait plus commander des revues qui n'étaient pas électroniques également. Et donc, ça a été très, très dommageable pour la recherche, disons, francophone, européenne, belge. Maintenant, au niveau de ce que fait Érudit ou bien Kern, le modèle d'affaires, c'est effectivement la barrière mobile, c'est-à-dire que les cartes années récentes sont payantes, donc grâce à un abonnement, et effectivement les backfiles, donc tout ce qui précède est gratuit. Alors, je crois qu'il ne faudrait pas rejoindre Web of Science, mais effectivement, il faudrait que toutes les publications francophones aillent plutôt ou chez Érudit, ou chez Percé, ou chez Kern, et surtout pas le mettre dans la main de ces éditeurs qui font des pressions abominables sur les bibliothèques universitaires. Bonsoir, Anne-Rosine Delbar, j'enseigne à l'ULB dans le master en français, langue étrangère notamment, et je rejoins ce qui vient d'être dit sur l'ouverture incroyable qu'offre la littérature française dans tous ses états, puisque dans le cadre de notre master, nous avons un cours de francophonie et un cours de littérature au carrefour des langues et des cultures. Et c'est une vraie découverte pour beaucoup d'étudiants de se dire que oui, la littérature française, elle déborde de nos espaces à nous, Européens, qui sont plus connus des étudiants, et c'est une réelle source d'enrichissement, tant langagier que culturel, et je pense qu'il y a d'autres professeurs de français dans la salle, et faire découvrir ces mondes de langue française à nos étudiants, qui vont découvrir par la suite à leurs propres élèves quelque chose qu'il faut encourager. Voilà, c'est en lien avec ce qui vient d'être dit. Je remercie infiniment tous les intervenants, parce que je pense que ça a enrichi beaucoup notre panel qui partait sur pas mal de sujets différents. Est-ce que quelqu'un veut un mot de la fin? Vous m'autorisez à le faire en votre nom à tous. Donc merci infiniment. C'était une dernière table ronde organisée dans une journée très riche. Moi je note qu'à Bruxelles on peut avoir du débat et on peut